Ah, vous savez que je vous kiffe. Aïe aïe aïe, nouvelle vidéo très particulière aujourd'hui, car on n'est pas sur 3 histoires d'horreur mais 5. Et ouais, plus c'est long, plus c'est bon. Eh bande de petits coquins, je parle pas de ça. Bref, petit rappel, si jamais c'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton ci-dessous, s'abonner si vous voulez soutenir ma chaîne. En tout cas, ça me fera super plaisir, merci d'avance. Et maintenant, sans plus attendre, on part sur la première histoire qui est juste un banger. On va parler du coup, pour cette première histoire, d'une jeune femme du nom d'Élise. Élise explique qu'elle exerce la profession de graphiste en freelance. Du coup, comme elle est en freelance, malgré qu'elle adore son métier, elle passe souvent ses journées seule. Et c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on est davantage seul, on n'a pas de collègues, donc je peux comprendre qu'elle ressente de la solitude. Récemment célibataire, Élise nous raconte qu'elle a trouvé un petit appartement en ville dans le but justement de prendre un nouveau départ. En fait, en étant en ville, elle espère croiser du monde et petit à petit faire des connaissances. Il faut savoir aussi que pour rompre cette solitude, Élise a pris la bonne habitude de parler longuement au téléphone avec ses amis ou sa famille en soirée. Devant une petite série Netflix, j'avoue que ça a vraiment son charme. Maintenant qu'on a contextualisé toute l'histoire, Élise va parler en détail d'une soirée qu'elle a vécue. Et toute son histoire, pour elle, démarre de ce moment précis. En fait, Élise explique qu'elle est en train de travailler sur un projet, quand soudain, elle entend son téléphone vibrer. Il faut savoir que c'est une soirée d'automne assez froide et surtout bien pluvieuse, ce qui pousse Élise à être moins à l'aise que si c'était en été. Elle jette un regard un peu plus loin en direction de son téléphone posé sur son canapé et elle peut voir écrit « Appel inconnu ». Et je sais pas vous, mais moi je déteste. Qu'on m'appelle en inconnu, c'est juste relou. Élise n'aime pas ça non plus, mais après 2-3 secondes d'hésitation, elle va saisir son téléphone puis décrocher. Elle va leur demander qui est à l'appareil, sauf que personne ne répond. Elle n'entend rien pendant quelques secondes, puis la ligne se coupe soudainement. Ok, après tout pour Élise, c'est un appel inconnu, c'est peut-être du démarchage téléphonique, donc elle ne prête pas vraiment trop attention à ça. Elle repose son téléphone, puis repart travailler. Ça c'est donc le premier appel qu'elle va recevoir, et ce sera ni le premier, ni le dernier. Car oui, quelques jours plus tard, Élise commence à recevoir des appels similaires, encore et toujours à des heures tardives. Et tout ça, ça a le don d'énerver Élise, qui n'en peut clairement plus. Et si ça s'arrêtait à des appels où personne ne dit rien, ça irait. Sauf que lors d'un énième appel, Élise remarque que la personne de l'autre bout du fil, elle respire doucement. Élise est choquée parce que pour elle, pas de doute, il y a bien quelqu'un qui s'amuse à l'appeler et lui faire une mauvaise blague. On n'est plus sur un appel, un démarchage téléphonique un peu relou, on est vraiment sur quelqu'un qui a l'intention de nuire ou de déranger Élise. Et cette histoire va s'intensifier encore et encore pour Élise jusqu'à ce que se produise un autre événement un peu plus creepy. Un jour, alors qu'Élise est en train de travailler, elle est surprise par un bruit provenant de sa porte d'entrée. Elle se retourne puis se dirige vers sa porte d'entrée. Elle s'approche puis voit une enveloppe blanche sur le bas de sa porte. Élise ouvre la porte pour voir qui a déposé ça, mais malheureusement, elle ne verra qu'au bout du couloir, une personne courir et tourner dans les escaliers. En clair, elle est sûre que la personne qui a glissé l'enveloppe en dessous de sa porte, c'était cette personne. Mais malheureusement, elle est bien trop loin pour le rattraper. Élise va donc rentrer chez elle et regarder ce que contient cette enveloppe. Et là, l'atmosphère pour Élise devient encore plus pesante car l'enveloppe contient une simple feuille blanche où il est écrit « Pourquoi tu ne me réponds plus ?» Et là, il faut se mettre à la place d'Élise. C'est qu'elle a désormais la preuve que quelqu'un dans son quartier, peut-être, ne lui veut pas que du bien. Le calvaire pour Élise ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des jours. Élise précise qu'un jour, alors qu'elle se promène dans sa ville, elle se sent surveillée. Mais ça, elle n'est pas sûre, car elle se dit aussi qu'elle pense constamment aux appels et à cette lettre qu'elle a reçue. Donc elle part un petit peu en parano, c'est ce qu'elle dit. En fait, ça travaille tellement Élise qu'elle se sent même plus en sécurité nulle part. Et c'est vraiment le cas, parce que Élise va expliquer qu'en rentrant de sa promenade, elle va arriver devant son appartement et ressentir un feeling étrange. Elle va rentrer chez elle et manquer de glisser dans son entrée. Et pour cause, une nouvelle enveloppe est déposée par terre dans son entrée. Élise crie d'énervement et se rue sur la lettre pour savoir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'elle va trouver dans cette enveloppe, c'est une photo d'elle de dos. Et ce qu'il y a de plus délirant pour Élise, c'est qu'on dirait que la photo a été prise à quelques mètres d'elle seulement. Pas comme si c'était une personne de loin qui la prenait en photo. Non, Élise, pour elle, c'en est trop. Elle décide alors de contacter la police et de rapporter les faits. Sauf que ce qu'elle a n'est clairement pas suffisant pour arrêter la personne qui lui a fait ça. Elle a vraiment pas grand chose à part cette photo qui a été prise à son insu. Et les appels ne sont pas tracés, les photos ne sont que des photos et ça donne vraiment aucun indice pour la police. En revanche, la police suggère une bonne idée à Élise pour coincer la personne qui lui fait ça. Il lui suggère de prendre une sorte de camp de supporters, un klaxon en quelque sorte, et d'installer un détecteur de mouvement dans son entrée d'appartement. Ainsi, quand une nouvelle enveloppe sera glissée en dessous de sa porte d'entrée, elle sera alertée et pourra immédiatement ouvrir la porte et actionner sa corne de supporter. Le bruit devrait avertir tout le couloir et par chance peut-être qu'une personne pourrait attraper celui qui veut du mal à Élise depuis tout ce temps. Et franchement, bonne idée je trouve. Ça va permettre à Élise de régler cette affaire une bonne fois pour toutes et de sortir de ce cauchemar.
Élise installe donc tout ce qu'il faut et décide de dormir dans son canapé pour être prête à réagir quand une nouvelle enveloppe glissera sous sa porte d'entrée. Et malheureusement, ça va durer plusieurs soirs sans aucune enveloppe, jusqu'à ce soir-là. Un soir, il est 23h45 et Élise entend son détecteur de mouvement fonctionner. Elle saute en dehors de son canapé, ouvre la porte et actionne sa corne de supporter. Elle voit au loin une silhouette s'apparentant à un homme s'échapper. Cette silhouette arrive au bout du couloir, s'apprête à tourner en direction des escaliers et bam! Un de ses voisins sort du bout du couloir, sort au même moment et freine la silhouette dans sa course. Élise se précipite d'appeler la police tout en se dirigeant vers le bout du couloir. Et au bout du couloir, elle va alors remercier son voisin d'être intervenu et va enfin découvrir le vrai visage de son harceleur. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et là, Élise, elle voit un homme d'une quarantaine d'années, très maigre, assez sale, cheveux gras, en train de sourire, de lui sourire. La police va intervenir sur les lieux et prendre cet homme sur le fait. Et par la même occasion, ils vont faire une découverte qui va glacer le sang d'Élise. En fait, dans son appartement, cet homme avait un mur rempli de photos d'Élise, comme s'il était obsédé par elle. Ce sera donc là, cette fois-ci, assez de preuves pour ouvrir une procédure judiciaire à son encontre, même si Élise précise que l'histoire n'est pas encore finie, elle n'est pas encore jugée. Bon, on démarre bien, je vous l'avais dit, la première histoire était vraiment bien. Et si vous avez encore du courage, on enchaîne avec la seconde histoire. Bon, pour cette seconde histoire, on va parler de Valentin. Valentin, c'est un homme de 34 ans qui vit en Dordogne. Il bosse en tant que commercial pour un grand groupe. Il explique que c'est plutôt bien car il alterne entre bureau et déplacement à l'extérieur, ce qui ne laisse pas de place à l'ennui au quotidien. Valentin explique qu'il a acheté une voiture d'occasion il y a 2 ans seulement et qu'il en est très fier. Il explique qu'il a fait réviser et entretenir régulièrement dans son garage habituel. Sauf que malheureusement, celui-ci est parti à la retraite et ça lui pose vraiment problème. Ça lui pose problème car trouver un garagiste fiable, c'est toujours une galère et ça je confirme. Du coup, Valentin explique qu'il va en parler autour de lui, au bureau, à sa famille, jusqu'à ce que quelqu'un lui recommande un bon garagiste. Et c'est ce que va faire un de ses collègues du nom de Paul, qui va lui dire qu'il a récemment testé un nouveau garage en périphérie de la ville. A priori, le garagiste travaille très bien et assure des prix très abordables. Il en faut pas plus pour Valentin, qui s'empresse de contacter le garage pour prendre rendez-vous. Car comme je l'ai dit, il est commercial, du coup il doit faire l'entretien ou plus de réparations que des gens comme nous qui roulons un peu moins. Valentin explique qu'il arrive au garage et première chose, le garage est nickel. On sent qu'il a été ouvert il y a très peu de temps et il présente vraiment bien. Il fait alors la rencontre du garagiste et il explique qu'il vient pour entretenir sa voiture, tout ça. Et là le garagiste coche toutes les cases pour Valentin. Il explique tout ce qu'il va faire, combien ça va lui coûter, etc. Et c'est plutôt une bonne chose pour Valentin qui aime la transparence et l'honnêteté. Valentin laisse donc sa voiture et revient quelques heures plus tard, une fois que tout a été fait. Valentin explique qu'il revient au garage et qu'il s'entretient de nouveau avec le garagiste, qui va du coup lui poser beaucoup de questions à ce moment-là. Et c'est des questions un peu troublantes sur le coup pour Valentin, mais qui en fait sont a priori très logiques pour un garagiste. Il va lui demander si Valentin roule beaucoup, car il y a une légère usure au niveau des pneus. Il va lui demander s'il part prochainement en voyage, car ça serait peut-être dangereux si les pneus ne sont pas changés dans les prochaines semaines. Et il y aura plusieurs questions de ce même type. Et tout ça, Valentin explique que même s'il doit parler de sa vie perso, c'est pas un problème. Car c'est vrai, après avoir regardé, ses pneus ils sont plus tout neufs, mais bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bref, l'échange est assez long entre Valentin et le garagiste, mais rassurez-vous, tout se passe finalement bien. Valentin rentre chez lui et la vie continue et suit son calme. Enfin ça, pendant quelques jours seulement. Quelques jours après avoir récupéré sa voiture, Valentin remarque un détail troublant. En effet, il remarque des véhicules souvent garés pas loin de chez lui avec des personnes dedans. Et il connaît assez bien son quartier pour savoir que c'est pas une voiture de voisin ni quoi que ce soit. Et puis un soir, alors qu'il rentre tard du boulot, il aperçoit une camionnette grise stationnée non loin de son domicile. Elle lui semble familière, mais il n'y prête pas plus attention. Et tout ça, ça va durer plusieurs jours, où littéralement, Valentin va devenir parano. Chaque voiture qu'il croise, chaque voiture qu'il aperçoit dans sa rue, il a l'impression que quelqu'un l'observe et qu'il est suivi. Et ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais vous allez voir que ces doutes vont rapidement se confirmer. Quelques jours plus tard, lors d'un déplacement pour un rendez-vous professionnel important, Valentin va s'arrêter pour mettre de l'essence et prendre 2-3 friandises à la station. En sortant, il va remarquer un homme à côté de sa voiture en train d'observer au niveau de son pare-choc. Et Valentin, je vous l'ai dit, il est devenu un peu parano ces derniers temps au vu de ce qui s'est passé. Il va donc se précipiter vers cet homme et être assez agressif. En clair, il va lui demander gentiment de dégager de là. Sauf qu'il va vite se rendre compte que l'homme qui observait le pare-choc de la voiture de Valentin est en fait là pour l'aider. En effet, cet homme explique qu'il a remarqué un détail troublant au niveau de sa voiture, et donc de son pare-choc. Valentin est confus et s'excuse auprès de cet homme qui pensait avoir de mauvaises intentions. Cet homme va alors attirer le regard de Valentin sur une petite étiquette orange située sur le bas du pare-choc de la voiture. Intrigué, Valentin il essaye de l'enlever pour savoir ce que c'est.
Sauf qu'en tentant de l'enlever, il se rend compte qu'il y a un petit dispositif électronique relié à cette étiquette. Bon, c'est pas très précis, mais j'espère que vous arrivez à comprendre. Pris de panique, Valentin récupère le dispositif, remercie et s'excuse auprès de cet homme, puis monte dans sa voiture pour s'en aller. Il va alors assurer son rendez-vous pro, tant bien que mal, avant de rentrer directement chez lui. Dans l'esprit de Valentin, c'est la pagaille. Il sait pas ce que c'est ce petit dispositif électronique, il sait encore moins pourquoi il est placé là. Après plusieurs minutes à faire des recherches, il se rend compte que ce dispositif qu'il a dans les mains, c'est en fait un traceur GPS. Désormais, le réflexe de Valentin, c'est de comprendre à qui est ce GPS. Il va alors donc appeler un ami à lui qui touche un peu à l'informatique dans l'espoir d'avoir des réponses à ses questions. Et ça va le faire. L'ami de Valentin connaît bien ce genre de dispositif et va donc décider de le désactiver. Puis ensemble, ils vont accéder aux données du traceur GPS. Après de longues minutes à fouiller dans les données du traceur GPS, l'ami de Valentin va alors découvrir que l'ensemble des données sont récoltées sur une adresse IP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une adresse IP, c'est un numéro d'identification de chaque appareil connecté à un réseau internet. Alors cool, ça avance bien pour Valentin, qui va dans une poignée de secondes savoir précisément qui est à l'origine de ce dispositif. Valentin et son ami prennent la voiture et rentrent les coordonnées GPS obtenues grâce à l'adresse IP. Il est 18h30, les deux amis roulent et étonnamment, la destination n'est qu'à une trentaine de minutes. Valentin et son ami arrivent à la destination et se retrouvent face à un garage. Le garage où quelques jours plus tôt, il a fait réparer sa voiture. Valentin décide de confronter le garagiste pour lui demander pourquoi, après son intervention, un traceur GPS a été posé sur sa voiture. Et là, vous vous doutez bien que le garagiste va tout nier en bloc. Et c'est frustrant pour Valentin qui va pas connaître tout de suite la vérité. D'ailleurs, en repartant du garage, Valentin va tomber sur une camionnette blanche, ressemblant, comme deux gouttes d'eau, à celle qu'il a vue devant chez lui quelques jours plus tôt. Bref, Valentin va repartir avec son ami et ils vont donc décider d'aller directement à la police pour qu'ils puissent enquêter et avoir le fin mot de cette histoire. La police ouvre donc une enquête et quelques jours plus tard, retrouve un réseau complexe. Paul, le collègue du coup de Valentin, utilisait le garage comme couverture pour installer des traceurs sur des véhicules et espionner leurs propriétaires. Dans certains cas, il revendait les informations à des tiers douteux, notamment des voleurs qui profitaient que les personnes étaient en déplacement pour s'infiltrer chez eux. Et Valentin va finir son thread en nous indiquant que le garagiste va être arrêté quelques semaines plus tard. Valentin ne nous a pas dit pourquoi ni quelle raison, mais la police a fortement conseillé à Valentin de déménager de chez lui et d'installer des caméras de surveillance, car à cause du traceur GPS, des personnes mal intentionnées savent beaucoup de choses sur lui et ses habitudes. Bref, fin un peu amère je trouve, car on sait pas réellement tout ce qui s'est passé, mais pour autant bien flippante quand on se met à la place de Valentin. Et les amis, je suis trop content parce qu'on est qu'à la deuxième histoire et il y en a encore 3 autres. Du coup, on continue. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour cette troisième histoire, on va parler de Sandra, qui est architecte d'intérieur en freelance. Je vous dis pas où elle habite pour l'instant, je garde ça pour la fin de l'histoire. Donc Sandra explique qu'elle est architecte d'intérieur et qu'elle a démarré son activité il y a très peu de temps. Comme je l'ai dit, elle est en freelance et pour le moment, c'est un peu de mal à prendre. Et c'est normal, au début c'est toujours compliqué. Sandra explique qu'elle a été récemment contactée il y a 2 semaines par un couple qui souhaite faire appel à elle pour leur maison. Sandra raconte que c'est à 2 heures de route, vraiment dans le fin fond de la campagne, mais étant donné qu'elle n'a que très peu de clients, elle veut absolument y aller. En plus, ça a l'air d'être un gros projet, un gros chantier, donc c'est de bon augure pour lancer son activité enfin. Voilà, le contexte est mis en place et maintenant direction un jeudi après-midi. Sandra prend sa voiture, met le plein d'essence pour s'assurer de ne pas tomber en panne et fonce en direction de son rendez-vous. Elle explique qu'elle traverse des routes assez sinueuses mais qui fait clair, donc ça va, il y a encore un peu de soleil donc aucun problème. Après 2 heures de route, Sandra arrive enfin devant une grande et magnifique maison reculée de tout. Elle est accueillie par les propriétaires de la maison et ensemble ils vont discuter de leur projet. Le rendez-vous se passe super bien, nous explique Sandra, et il se passe même tellement bien qu'il va s'éterniser jusqu'à 19h45. Et c'est une bonne chose, car le courant entre ce couple de propriétaires et Sandra est tellement bien passé qu'ils ont décidé de l'engager, malgré sa maigre expérience pour le projet. Donc jusque là, ambiance au top, mais ça va pas continuer longtemps. Sandra remercie ce couple de l'avoir accueilli, puis retourne à sa voiture pour rentrer chez elle. Il est passé 20h30 maintenant, et il lui reste un peu plus d'1 heure de route. Sandra explique qu'elle a le sourire aux lèvres car ce rendez-vous s'est très bien passé. Cependant, elle explique que malgré l'euphorie d'avoir signé un contrat, elle doit faire très attention à la route. Il fait sombre et la route, c'est une route de campagne, donc elle est très sinueuse. En plus de ça, il y a une petite pluie fine qui est en train de tomber, obligeant Sandra à faire marcher ses essuie-glaces. Elle rajoute aussi un détail important, c'est qu'elle est sur une route de campagne en ligne droite, entourée d'arbres. Et vous savez, c'est ce genre de route avec des gros arbres tous les 5-10 mètres. Et sur cette route, Sandra va apercevoir au loin, dans la pénombre, une sorte de voiture abandonnée sur le côté.
Et plus qu'elle va se rapprocher, plus elle va être sûre qu'une voiture est présente sur le côté de la route. La voiture est éteinte, pas de phare allumé, rien. Elle passe presque inaperçue dans l'obscurité. Mais petit détail important, elle peut voir une portière ouverte sur le côté droit, celui qui a priori donne sur un champ. Elle décide de ralentir, mais étant donné qu'elle ne voit personne dans la voiture, elle ne s'arrête pas et poursuit sa route. Bon, tout ça, ça rassure pas Sandra qui se demande bien ce que peut faire une voiture abandonnée sur le côté d'une route de campagne, c'est bizarre. Et surtout, c'est dangereux en fait car une petite inattention et quelqu'un pourrait taper dedans. Normalement, il devrait au moins avoir les warnings. Bref, Sandra va faire ce que la plupart d'entre nous feraient, c'est-à-dire qu'elle va mettre de côté cette histoire de voiture et repartir de plus belle. Elle va tout de même s'arrêter un peu plus loin, à quelques kilomètres dans un village, pour faire une petite pause. C'est vrai, elle est fatiguée de sa journée et préfère prendre quelques minutes pour se reposer avant de repartir et conduire encore une bonne heure. Et pour le coup, moi qui m'endors souvent en voiture, c'est exactement ce que j'aurais fait. Sandra arrive donc au centre d'un village assez désert et se gare proche d'une église afin de se reposer. Après quelques dizaines de minutes à reprendre ses forces, elle rebrousse chemin, direction son appartement et son lit pour taper sa meilleure nuit. Sauf que en repartant, elle reprend le prolongement de la route de campagne. Vous savez, celle en ligne droite avec des arbres tous les 5-10 mètres. Elle roule, puis de nouveau, elle aperçoit quelque chose au loin. Cette fois-ci, elle aperçoit clairement des warnings. Sandra ralentit et se met au niveau de la voiture. Elle constate que bizarrement, la porte côté passager est ouverte. Ce qui donne encore une fois pas mal de similitudes avec la voiture qu'elle a rencontrée une trentaine de minutes auparavant. Et c'est bizarre pour elle, car en regardant bien la voiture, elle se rend compte que c'est une berline noire. Et même si elle ne connaît pas trop les marques et les modèles de voitures, elle est persuadée que c'est bien le même modèle qu'elle a croisé tout à l'heure. Et Sandra a ce réflexe de se dire « Waouh, je dois être trop fatiguée, c'est pas possible qu'en 20-30 minutes de temps, je croise deux voitures identiques abandonnées sur la même route. » Et elle pense même au début s'être trompée de route et avoir fait marche arrière. Mais chose encore plus troublante, c'est qu'elle n'aperçoit a priori encore une fois personne dans la voiture. Nerveuse, Sandra contourne lentement le véhicule et décide de se garer quelques mètres plus loin pour voir si tout va bien. Elle se dit qu'elle va juste vérifier qu'il n'y a personne en danger dans la voiture au cas où, puis repartir. Et en se dirigeant vers la voiture, Sandra ne cache pas son malaise vis-à-vis de la situation. Je rappelle qu'il fait assez noir maintenant, qu'il pleuvine et qu'elle est tout simplement au beau milieu de nulle part, dans une route de campagne très peu éclairée. Elle a aussi peur d'être sortie de sa voiture, mais en même temps, peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Sandra se rapproche donc de la berline noire, puis se penche au niveau de la vitre. Elle est au niveau de la vitre conducteur et remarque effectivement qu'il y a encore une fois personne. Cependant, en se penchant, elle va entendre un bruit provenant de l'autre côté de la route. Un bruit qui s'apparente à une branche qui casse. En se retournant, elle aperçoit une silhouette cachée derrière un arbre et s'approcher d'elle à toute vitesse. Sandra pourrait être rassurée de voir enfin le propriétaire de la voiture, sauf que non. Sandra remarque un détail très important lorsqu'elle a aperçu la silhouette. En effet, Sandra est sûre et certaine d'avoir vu une sorte de marteau ou quelque chose comme ça qui s'y apparente dans la main droite de la silhouette. Le sang de Sandra ne fait donc qu'un tour et sprinte jusqu'à sa voiture. Par chance, elle arrive à y rentrer sans se faire attraper par la silhouette derrière. En fermant la porte, elle va même entendre des cris effrayants provenant de la silhouette. Suite à ça, elle va mettre plein gaz pour déguerpir d'ici, sauf que le temps de démarrer, d'embrayer et d'accélérer, l'individu va briser la vitre et arracher une légère touche de cheveux à Sandra. Elle explique que ça lui a fait très mal, mais qu'avec l'adrénaline, elle s'est même pas rendue compte de ça tout de suite. Sandra va alors hurler de peur dans sa voiture et continuer sa route jusqu'à prendre des dizaines, des centaines de mètres sur l'individu en question. Heureusement, elle ne sera pas poursuivie par la voiture, et ça m'étonne d'ailleurs. Malgré tout, malgré le choc, elle va déposer plainte le soir même dans un commissariat de police le plus proche. Et quelques jours plus tard, elle va apprendre dans le journal local que cette nuit-là, 4 accidents de la sorte ont eu lieu sur cette route. Et bilan tragique, car ils ont retrouvé un La personne qui est décédée n'a a priori même pas eu le temps de retourner à sa voiture et s'est fait attaquer à coups de marteau et déplacée dans les champs. Cette personne, c'était une femme un peu plus jeune que Sandra, qui n'a malheureusement pas eu sa chance. Sandra était probablement à 2 doigts de mourir ce soir-là, et puis c'est tout. C'est ainsi que se finit ce thread de Sandra, qui maintenant, je peux vous le dire, s'est passé en Italie, enfin, dans la campagne italienne. Bon les amis, on enchaîne avec la 4e histoire, et petite surprise, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une pure invention de ma part. C'est une invention que j'ai réalisée, car oui, j'ai de nombreux projets sur la chaîne du Joker, comme écrire des mini-séries d'horreur, donc je vais de plus en plus m'entraîner à créer des histoires de toutes pièces dans le but de vous faire frissonner. Et je veux absolument que vous me donniez votre avis en commentaire, car oui, c'est vous qui décidez en quelque sorte si mes créations sont bien ou entre guillemets peut mieux faire. Donc merci d'avance à tous de juger mon histoire que j'ai créée de toutes pièces. Bref, on va démarrer cette histoire du coup avec Julien, un homme de 34 ans qui travaille en tant qu'archiviste au sein d'un bureau des services numériques.
En clair, le travail de Julien, c'est de présenter, de récupérer des archives papier pour les faire passer en numérique. L'écologie, tu connais. Et il faut savoir notamment que sa société travaille en lien direct avec plusieurs États partout en Europe. Mais malheureusement, vous ne saurez pas lesquels. Et Julien, c'est quelqu'un d'organisé. C'est pas pour rien qu'il est archiviste. Et c'est quelqu'un de très discret. Même remarque, il n'a pas choisi son métier par hasard. Julien, c'est le genre de collègue que t'aimes bien avoir chez toi car il est gentil, sérieux et serviable. C'est clairement quelqu'un qui cherche à éviter les ennuis. Mais vous allez voir que son travail va l'exposer à découvrir une vérité qu'il aurait préféré ne jamais connaître. Pour mettre dans le contexte, on est un jeudi après-midi. Julien classe les archives, les scanne et les fait passer en format numérique pour ensuite tout ranger dans un cloud confidentiel et très sécurisé. Tout se passe normalement jusqu'à ce qu'il reçoit sur son ordinateur une demande express de la part d'un des hauts responsables du bureau des services numériques. Bon, ok Julien, ça lui change pas plus que d'habitude et commence son travail. Il doit chercher un dossier spécifique numéroté 1921. Ok, jusque-là rien d'anormal. Sauf que ça concerne le dossier d'un chef d'État actuel en Europe. On ne saura pas qui, mais gardez bien en tête que c'est une personne très haut placée. Et ça pour le coup c'est assez inhabituel. Alors évidemment les instructions que reçoit Julien sont claires. Récupérer le dossier, puis le donner en main propre au grand directeur. Donc en fouillant dans les archives, Julien trouve le fameux dossier 1921. Évidemment dans une section rarement utilisée. Le dossier est poussiéreux, mais pour autant bien complet. Des tonnes et des tonnes de pages. Une fois le dossier en main, Julien sort de la salle des archives, puis repart en direction de son bureau. Il a vraiment pour ordre de ne pas numériser cette archive, mais de la porter en main propre à 18h30. Il pose donc cette archive sur son bureau, puis repart à ses occupations. Sauf que, vient 16h30, il est temps pour Julien de prendre un dernier café. En effet, il va terminer plus tard ce soir pour le dossier, et donc, au lieu de partir à 17h, il va patienter jusqu'à 18h30 pour rejoindre son directeur et transmettre le dossier. Je rappelle qu'au moment où on raconte l'histoire, Julien n'a alors aucune connaissance du contenu du dossier. Mais ça va changer dans une poignée de secondes. En allant chercher un café, Julien retourne sur son bureau, puis s'assoit. Sauf qu'en posant son café, il le fait malheureusement tomber. Par réflexe, Julien va alors balayer avec sa main le dossier confidentiel afin qu'il ne soit pas rempli de café. Et ouf, il arrive à dégager avec sa main les dossiers à temps. Julien se retrouve donc avec son bureau rempli de café et son dossier ultra confidentiel éparpillé par terre. Et c'est là que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Après avoir nettoyé son café, il ramasse les documents manuscrits du dossier par terre. Et alors qu'il ne lit jamais le contenu des dossiers confidentiels, cette fois-ci, il voit tout. Julien voit des notes ajoutées en rouge qui ne peut pas manquer. Procédure critique, classée hautement confidentielle, risque de dommages juridiques. Et malgré le fait que Julien ne soit pas curieux, cette fois-ci, il y a trop de choses qui le font rester scotché au document. Et en plus, étant donné qu'il est seul dans son bureau, il a tout le temps de voir ce que contient ce dossier si important. Si important qu'il n'a pas été demandé de le numériser cette fois-ci. Par curiosité, Julien parcourt donc rapidement les autres documents. Il s'agit des courriers d'État mentionnant des incidents à dissimuler et ainsi que des clauses de non-divulgation imposées. La signature d'un ancien chef d'État qui a mystérieusement disparu des radars ces derniers mois. Et ça, il le sait car beaucoup de journaux télévisés en ont parlé. Julien commence à sentir que ce dossier cache bien plus qu'un simple différend contractuel. Et en explorant davantage, Julien remarque que plusieurs noms dans le dossier reviennent régulièrement accompagnés de termes comme conflit réglé, paiement confidentiel et coup politique. Tout ça ne présage donc rien de bon pour Julien. Julien sait qu'il est en train de lire des choses qu'il ne devrait clairement pas. Il décide de ranger le dossier comme il le peut, même s'il sait pertinemment que les feuilles ne sont probablement plus dans l'ordre comme au début. Il a son rendez-vous à 18h30. Le rendez-vous est rapide puisque Julien va à peine avoir le temps de transmettre le dossier manuscrit que ce sera bon et qu'il pourra partir. Le directeur va seulement ajouter qu'il sait qu'il peut faire confiance à Julien pour ce genre de mission et qu'il le remercie. Sauf que le lendemain, Julien est convoqué pour une réunion avec ce même directeur. Le directeur va alors lui demander si le dossier a été consulté. Et il va vraiment insister sur l'importance de respecter la confidentialité. Et son ton est à la fois insistant et menaçant. Bref, Julien va dire que personne n'a consulté le dossier et que tout est en ordre. En même temps, il n'a pas le choix de dire autre chose. Sauf que retournant aux archives un peu plus tard dans la journée, Julien découvre que son badge ne fonctionne plus pour certaines sections. Il y a une notification interne qui indique que des zones de l'archive ont été reclassées. Julien ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Les accès lui sont restreints et c'est assez bizarre pour le coup. Maintenant, on fait un petit bond dans le temps. On est donc 48 heures après avoir traité le dossier confidentiel numéro 1921. Lorsque Julien va recevoir un email inhabituel. Une lettre de licenciement immédiate pour manquement grave à ses devoirs professionnels. Il se rend compte que son badge d'accès a été désactivé et qu'il ne peut plus revenir dans l'entreprise. Il est prié de récupérer ses affaires et de partir sur le champ.
Des hommes de la sécurité viennent alors quelques minutes après à son bureau et lui demandent gentiment de partir en laissant son badge. Julien est surpris mais décide d'obéir et de ramasser toutes ses affaires avant de repartir. On voit donc Julien sortir du bureau des services numériques avec un carton rempli d'affaires. Sauf qu'en rentrant chez lui, Julien trie ses affaires dans son carton jusqu'à trouver un papier. Ce papier, c'est une page confidentielle du dossier numéro 1921. Et il comprend très vite, en lisant le document, pourquoi il a été licencié pour faute grave. Car le document qu'il a entre ses mains contient des révélations plus que choquantes. En analysant ce document, il découvre une note terrifiante. Il y voit des preuves accablantes du chef d'État en question. Ces preuves accablantes parlent de manipulation de données, de manipulation de l'opinion publique et de son propre peuple à des fins politiques. Et quelques jours plus tard, Julien reçoit un courrier anonyme à son domicile. À l'intérieur, une clé USB contenant une copie du dossier 1921 et un message inquiétant à côté. Nous sommes plusieurs, rejoignez-nous si vous voulez révéler la vérité. Julien est tiraillé entre deux choix. Tout dévoiler et risquer des représailles ou tourner la page et protéger sa propre sécurité. Bon, et c'est ainsi que se termine cette histoire, qui est donc évidemment fausse, fictive, parce que c'est moi qui l'ai créée. Mais je veux vraiment avoir votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a mis dedans? Est-ce que vous l'avez bien aimé? Sur ce, on enchaîne avec une cinquième et dernière histoire. Et pour cette dernière histoire, je suis content et fier de vous la raconter car c'est l'histoire d'un abonné, c'est celle de Mickey. Et merci à toi Mickey d'avoir partagé ton témoignage il y a quelques mois de tout ça. C'est le tout premier témoignage que j'ai récupéré sur la chaîne du Joker et je pense que vous êtes beaucoup à pas l'avoir entendu. Et d'ailleurs, faites comme Mickey et envoyez-moi votre histoire à mon adresse mail qui est en description si vous avez une histoire que vous voulez que je partage. On est donc en 2019 et Mickey a 12 ans au moment des faits. Depuis plusieurs années, la mère de Mickey, sa sœur et lui partent en camping en bord de mer pour un long week-end. Et effectivement, ils n'ont pas forcément les moyens de partir pour de longues semaines de vacances, donc eux ils font un long week-end et malgré tout ça fait toujours du bien. Et effectivement, quoi de mieux que de changer d'air et d'aller à la mer. Si vous n'avez jamais fait de camping, en vrai moi c'est l'endroit où j'ai eu mes meilleures vacances quand j'étais petit. Au passage, merci papa maman. Donc le dernier soir de leur long week-end, après avoir aidé sa mère à préparer le repas, Mickey installe la table quand un groupe de 3 hommes s'arrête à leur emplacement, au niveau de leur emplacement. Ces hommes ont entre 30 et 40 ans, ils ont l'air soignés et commencent à discuter avec sa mère. Et puis ensuite, ils se présentent au bout de quelques échanges. On les nommera Antoine, Gabriel et Jean pour cette histoire. Après plusieurs minutes, la mère de Mickey finit par leur proposer de dîner avec eux ce soir-là. Si vous aussi, vous avez déjà fait du camping, ça vous étonnera pas. Mais pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça arrive assez souvent malgré tout ce genre de choses. Mais là, ça se passe pas comme d'habitude. Ils s'installent alors à table avec la famille de Mickey et discutent tous ensemble. La mère de Mickey sert l'apéro, alors attention à l'abus d'alcool, et le dîner se passe plutôt bien et tout le monde est enjoué. Sauf qu'après plusieurs verres, les hommes sont de plus en plus alcoolisés. Ils commencent même à agir bizarrement et Mickey se sent gêné par cette situation. Puis les hommes commencent à évoquer des sujets de plus en plus déplacés et malsains à tel point que le malaise s'installe et que la famille de Mickey ne parle plus. La mère de Mickey, ressentant que l'atmosphère pèse de plus en plus, elle demande alors aux hommes de partir parce qu'elle va coucher les enfants. Cependant, malgré tout, ils insistent. Ils veulent rester tellement qu'ils commencent à bien s'amuser et à bien s'entendre. Mais malgré tout, dans leur façon de parler, leur ton, ça devient un peu violent et agressif. Les choses commencent vraiment à dégénérer et malgré que la mère de Mickey leur demande de quitter les lieux, les hommes ne bougent pas. Heureusement pour Mickey, la famille voisine leur vient en aide. Il faut dire que le père de la famille voisine, c'est un ancien champion de boxe. Le voisin invite donc les hommes à partir loin d'ici, d'une voix assez grave, ce qu'ils font finalement tout en râlant. Sympa le voisin, il a pas peur et c'est cool. En même temps, je pense que si c'est un ancien champion de boxe, il doit pas avoir peur. La mère de Mickey remercie donc le voisin d'être venu à leur secours et c'est le retour au calme. Le lendemain matin, c'est l'heure du départ. Mickey dit avoir mal dormi cette nuit à cause de cette dernière soirée qui lui a trotté dans la tête. Sa mère avoue aussi qu'elle a aussi mal dormi et qu'elle en a profité pour faire sa valise pour partir le plus tôt possible et rentrer chez eux. Donc dès 8 h, ils sont prêts pour 5 heures de route. Au bout d'1 heure, la mère de Mickey remarque qu'une voiture suit le même itinéraire qu'eux. Mais la mère de Mickey pense qu'elle se monte la tête à cause de la soirée d'hier. Et elle fait même des blagues en disant à Mickey et à sa fille que ce sont les hommes d'hier qui les suivent. C'est un peu une façon de dédramatiser la chose pour la mère de Mickey. Vers 14 h, ils arrivent enfin chez eux. Ils déchargent la voiture et Mickey se pose dans sa chambre pour une petite sieste. Il se réveille à 16 h avec le ventre qui gargouille. Eh oui, l'heure du goûter, c'est primordial quand on a 12 ans. Mickey va alors dans la cuisine et chercher une crêpe et s'installe devant son dessin animé préféré, Gumball. Puis il entend toquer. Sa mère étant occupée, c'est lui qui va à la porte. Il ouvre alors et reconnaît Antoine, l'un des 3 hommes qui étaient avec eux au camping la veille. Et là, Mickey a un réflexe de folie. Il referme la porte au nez de l'homme et ferme la serrure avant que l'homme n'ait le temps d'entrer.
Il entend du coup alors l'homme hurler derrière la porte et toquer de toutes ses forces. Paniqué, il n'arrive pas à sortir un son de sa bouche pour prévenir sa mère. Vous savez, c'est une sorte de paralysie qui nous prend quand la peur nous envahit. Il marche alors tout tremblant vers sa mère et essaye tant bien que mal de lui expliquer qui est derrière la porte. Il arrive enfin par lui expliquer rapidement et sa mère finit par fermer toutes les fenêtres, tous les volets et appelle la police. La mère explique la situation et quelques dizaines de minutes plus tard, la police arrive. Malheureusement, ils ne retrouvent aucune trace de cet homme et l'affaire s'arrête là. Mickey dit qu'ils n'ont jamais eu de nouvelles et ils espèrent ne plus jamais revoir ces hommes de leur vie. Mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas repartis en camping ensemble. Ils ont juste changé d'endroit pour être sûrs de jamais les recroiser. Encore une fois, merci à toi Mickey pour cette histoire qui m'a donné des frissons dans le dos. Surtout que je sais ce que c'est le camping et que c'est tellement possible en fait le fait d'inviter des gens à dîner chez soi à la dernière minute sans vraiment les connaître parce que c'est plus convivial et dans un camping, on a confiance. Bref, encore une fois merci à toi Mickey pour ton témoignage. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est un soutien gratuit pour la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, bisous. Perfect.